retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Clic d'Alix avec Madame Marie Enjoy Phoenix. Salut. Ça y est. Je crois que c'est l'interview qu'on m'a la plus demandé de faire. C'est vrai ? Depuis que tu t'es lancée, je crois, ouais. Ouais, parce qu'en fait, avec le temps, t'en as fait tellement des épisodes, et je pense que t'arrivais suffisamment bien à creuser sur des questions que les gens, tu vois, avaient envie de savoir, qui se sont dit, ce serait cool si on voyait Enjoy Phoenix. Donc je recevais des messages tout le temps. Quand est-ce que tu passes dans le Clic d'Alix ? Ça, je pense que c'est pas qu'on te le demandait. On me le demandait aussi beaucoup, et j'attendais d'en avoir fait plusieurs. Bon, là, j'en ai fait quand même plus de 70, donc ça a été un gros plusieurs. Elle a attendu 70 épisodes et mais c'est là, vrai c'est bon. Comme j'ai fait ton podcast, d'ailleurs, je mettrai le lien dans la barre d'infos, j'avais passé un trop bon moment, c'était hyper cool. C'était super chouette. Et j'avais vraiment envie qu'on fasse un match retour, et je pense que toutes les deux, on est dans une période de nos vies où, moi, personnellement, j'ai pris de la bouteille sur le clic, et je suis beaucoup plus encline aussi, tu vois, à aller sur des sujets sur lesquels j'aurais moins été il y a quelques années. Toi aussi, même dans tes contenus, t'es beaucoup plus toi-même, entre guillemets. Ouais, ça donc, a bien changé. Mais on s'était dit ça, on se l'était dit il y a déjà un moment, parce que tu m'avais proposé le clic il y a 2 ans. Ouais, c'était un peu au début, je crois. Et je t'avais dit non, je me souviens très bien. Et je sais pourquoi je t'avais dit non. Je t'avais dit non parce que, justement, j'avais l'impression... Déjà, j'étais dans une période de ma vie où j'avais un peu l'impression que je me faisais un peu attaquer sur le moindre contenu que je postais. Et c'était une période où j'avais décidé d'arrêter complètement, même aussi, tu sais, les interviews presse, les apparitions télé, les trucs comme ça, parce que je me sentais plus capable, en fait. Donc je m'étais dit, si ça doit se faire, ça se fera. Et je suis là. Et ça se fait. Et ça se fait. Dans ton podcast, t'avais introduit ton podcast en disant, on va aller creuser dans la partie deep de ce que les gens ne savent pas. C'est ce que j'ai dit, ouais. Sous la toile. Donc je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, t'es d'accord qu'on aille creuser un petit peu ? Ouais. Est-ce que t'as des tabous ? Je crois pas. Des trucs dont t'as pas envie de parler ? On peut tout dire ? Ouais. Toi, écoute, je crois, je sais pas en fait jusqu'où tu vas aller, je connais pas, je sais pas jusqu'où t'as décidé que t'allais aller. Je suis pas de questions. Je vois pas les questions, mais je me dis dans 5 minutes, elle me demande genre, non mais bref, je ne sais pas. Écoute, oui, je dirais que oui, globalement. Est-ce qu'aujourd'hui je suis face à Marie ou à Enjoy Phoenix ? Voilà, ça c'est d'entrée de jeu, la meuf elle me laisse même pas de réfléchir. Un peu des deux quand même, parce que forcément il y a rien à faire quand... je suis ce que j'appelle en représentation, tu vois, donc quand je suis sur la chaîne de quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu difficile pour moi de laisser tomber les masques à 100% parce que tu sais, c'est ça, en 15 ans de YouTube, 15 ans, non j'abuse, 11 ans, tu fais quand même attention parce que tu sais jamais si ça peut se retourner contre toi, comment ça va être sorti de son contexte, etc. Donc je dirais quand même un petit peu des deux, un peu de Marie, un peu d'Enjoy Phoenix. Mais on verra, ça se trouve dans 5 minutes, il y a que Marie, tu vois, donc... Comment je vais le savoir ? Tu le sauras. On dirait que j'ai, tu sais, genre 2 facettes, quoi. C'est une catastrophe. Parce que même sur tes réseaux, maintenant, t'as changé sur pas mal de tes réseaux ton nom. Sur ta chaîne YouTube, il y a Enjoy Phoenix Marie Lopez. Ouais, ta chaîne de vlog, c'est Marie. Marie, ouais. Sur Twitch, t'es encore en Enjoy Phoenix. Ouais, parce que c'est plus facile, en fait, vu que c'est une nouvelle plateforme, tu vois. Puis c'est plus une plateforme à pseudo. Oui, Twitch, c'est vrai. C'est vraiment... Donc je me suis dit que j'allais le garder. Ouais. Et ton podcast, d'ailleurs, il est signé Enjoy Phoenix. Et mon podcast, il y a les deux. Il y a les deux, ouais. Est-ce que tu tends à aller vers du Marie Lopez ou tu penses conserver ça ? En fait, c'est compliqué parce que, honnêtement, quand tu fais un pseudo, au tout début de YouTube, tu penses pas vraiment déjà que ça va continuer dans le temps. Tu te dis pas que c'est un pseudo que tu vas garder toutes ces années. Donc tu réfléchis à moitié quand tu le fais. Je le regrette pas. Honnêtement, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai toujours trouvé ça sympa et tout. Maintenant, c'est vrai qu'en vieillissant, je suis passée au stade où je dis plus en grandissant maintenant. Je me dis que j'aurais peut-être dû assumer plus vite mon prénom et mon nom de famille, mais tu sais, à l'époque, c'était difficile, ne serait-ce qu'en termes d'anonymat et de sécurité, en fait, de donner tes vraies informations sur les réseaux. Tu vois, sur ma chaîne principale, ça reste Enjoy Phoenix, parce que voilà, c'est comme ça qu'on me connaît et tout. Mais sur ma chaîne de vlog, les gens savent que c'est plus du contenu personnel. Oui, voilà, donc du coup, j'ai gardé Marie. Ouais, c'est plus Marie, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'en préparant l'interview, je me suis quand même heurtée à quelque chose qui est assez rare, c'est que effectivement, je pense qu'au-delà d'influenceuse, youtubeuse qu'on veut, t'es vraiment devenue people. Ouais. Enfin, tu vois, ça a dépassé le stade de YouTube parce que t'as fait quand même beaucoup de télé, beaucoup de presse, en tant que participante, en tant qu'animatrice, par exemple sur M6, quand t'avais fait sur 6play pour le meilleur pâtissier, Danse avec les stars, donc t'es vraiment connue au-delà de YouTube. Et donc, il y a eu énormément d'interviews, énormément de vidéos. Et c'est vrai que le seul moment finalement où on a assez peu d'infos sur ta vie, c'est tout ce qui concerne la partie d'avant les réseaux. Ouais. Ou sur ton enfance,
Ouais. On n'a pas trop d'infos. Non. Si ce n'est la fille qui m'a épilé les sourcils la semaine dernière qui m'a dit que sa cousine te connaissait de Corse. Parce que elles avaient passé des vacances en Corse ensemble. Et tu sais que quand elle m'a épilé les sourcils, c'est drôle en vrai. je me suis dit, mais alors, est-ce que ça, c'est pas un merveilleux axe ouais, c'est très drôle. Que les vacances en Corse? Parce que t'en as assez peu parlé. Je me souviens que t'avais dit que ta grand-mère était corse, mais à part ça, pas trop d'infos sur ton enfance de tout ce qu'il y avait avant YouTube, quoi. Ouais, j'avoue, j'en ai jamais trop parlé parce qu'en fait, je me suis jamais dit que déjà d'une, c'était intéressant pour les gens. Après, je me suis aussi protégée en me disant, je crois que j'expose déjà tellement de ma vie. Est-ce que c'est nécessaire de parler de mon enfance, de parler de ma vie d'avant, sachant que tu sais jamais ce que les gens peuvent en faire, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, tu reprends en fait dans la gueule que les informations que tu veux bien donner aux gens. Donc je pense qu'il y a aussi ce truc où j'ai fait assez attention à ça. Tout simplement, en fait, je pensais que c'était pas intéressant, tu vois. Mais moi, je pense que c'est en comprenant l'enfant, ou en tout cas l'ado, le début de l'ado, qu'on comprend l'adulte. Parce qu'il y a peut-être plein de réactions que tu peux avoir aujourd'hui, ou plein de comportements, qu'on ne va pas forcément comprendre, parce qu'on n'a pas eu tout le backup d'avant. Écoute, j'ai eu une enfance, on va dire, un peu spéciale, comme tous les enfants de familles recomposées. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Ma petite sœur venait à peine de naître, elle devait avoir 2 ans et demi. Quand mes parents, on vivait en Corse. À ce moment-là, on vivait à Ajaccio. T'as vécu en Corse? Ouais. Je suis née à Paris. Okay. Mes parents sont allés vivre en Corse à Ajaccio parce que ma grand-mère vivait en Corse encore à l'époque. Et donc pour me garder, ma sœur et moi, c'était plus simple. Ma sœur est née à Ajaccio. Et quand mes parents ont divorcé, on a quitté Ajaccio. Mon père est parti vivre à Paris et ma mère est partie vivre à Lyon. Ok. Et donc moi, je suis partie vivre avec ma mère à Lyon, parce que du coup, ses parents à elle étaient à Lyon, donc il fallait toujours quelqu'un pour nous garder. Donc du coup, on est parti vivre à Lyon. D'accord. Et donc j'ai été trimballée entre 3 foyers de mes 5 ans à mes 18 ans, jusqu'à ce que je parte. Je suis partie très tôt, en fait. J'ai vite pris mon indépendance parce que ça me convenait pas, en fait, cette vie dans les valises, que j'ai toujours aujourd'hui. C'est très drôle parce qu'en fait, aujourd'hui, tu me vois, là, j'ai ma valise. Je l'ai toujours avec moi. C'est vraiment une extension de ma main, mais ça, depuis que j'ai 5 ans, quoi. Donc, je vivais entre chez mon père et ma belle-mère, du coup, que mon père s'est remarié, ma mère et mes grands-parents maternels. Et c'était quoi la répartition? C'était Il n'y avait pas vraiment de répartition. En gros, on était censé faire ce qu'on appellerait aujourd'hui une garde partagée. Mais en fait, mes parents travaillaient chez Air France, travaillent toujours chez Air France. Et tu vois, un petit peu l'emploi du temps d'un navigant, en fait, fait que t'as jamais des horaires fixes. Des fois, mes parents, ils partaient 10 jours. Ils étaient là 2 jours pendant le mois et inversement. Donc, en fait, il fallait gérer ça, monitorer ça entre les plannings de mon père, de ma mère. Et quand les deux n'étaient pas là, j'allais chez mes grands-parents. Donc, il n'y avait pas vraiment 50% chez mon père, 50% chez ma mère. C'était un peu, des fois, ça m'arrivait de pas voir mon père pendant 2 mois, tu vois. Ou inversement avec ma mère. Enfin, c'était comme ça. Donc, qui dit 3 foyers différents, dit aussi 3 éducations différentes. Alors, c'était quoi ces 3 éducations différentes? Par quoi elles étaient marquées? Alors, ma mère, c'était compliqué. J'avoue que c'est un sujet que j'aborde pas, mais je l'aborderai même pas là parce que je crois que c'est trop privé, mais... T'en parles pas souvent? J'en parle jamais. J'ai eu une relation, et aujourd'hui, ça va mieux depuis que je suis tata. Parce que ta sœur a eu... Voilà, parce que ma petite sœur a eu un bébé. Mais j'ai toujours eu une relation extrêmement conflictuelle avec ma mère. Malheureusement. Franchement, je souhaite ça à personne. Je trouve que les enfants qui ont des relations conflictuelles avec leurs parents, c'est super dévastateur et ça se ressent par la suite. Mais j'ai vraiment eu des très très gros conflits avec ma mère que je comprenais pas en fait. Tu vois, tout simplement, on n'avait pas... on se comprenait pas. Et donc, en fait, elle savait qu'on avait des relations conflictuelles et donc elle faisait tout pour être ma copine. Il y a rien de pire qu'une mère qui veut faire ta copine, en fait, finalement. Parce que du coup, il y a plus de limites dans l'autorité, il y a plus rien. Et du coup, dès qu'elle essayait d'être autoritaire avec moi sur 2-3 choses, ben moi, forcément, je l'envoyais chier parce que j'étais là, t'as voulu jouer, maman? Bah là, on va plus jouer du tout. Parce que tu vois, il y a un moment, c'est trop flou, en fait, les barrières entre copine, maman, tu vois, c'était vraiment spécial. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont eu ce genre de relation avec leur mère, enfin, fille, mère. Chez mon père, c'était chill, mais il fallait quand même respecter certaines règles. Il était très à cheval sur les notes à l'école. J'avais vraiment pas le choix que d'être bonne élève. Ça, c'était une certitude. J'avais un peu la boule au ventre quand je rentrais chez mon père avec des notes en dessous de 12, par exemple.
C'était jamais très fun. Mais bon, au-delà de ça, mon père, c'était au mérite. Si t'as des bonnes notes, on te fout la paix, en gros, tu vois. Et donc, ça m'a aussi forgé ce truc qui fait qu'aujourd'hui, je pars du principe que chaque chose dans la vie se mérite, tu vois. Et donc, je travaille pour avoir ce que j'ai. Mais pour moi, c'est normal. Chez mes grands-parents, c'était, c'est les grands-parents, quoi. Papier mamie, hein, franchement. Ils ont toujours été hyper bienveillants avec ma sœur et moi. Ils ont toujours essayé de nous éloigner un petit peu des conflits familiaux parce que même si mes parents étaient séparés, c'était compliqué, tu vois. C'était toujours compliqué. Mais c'était pas une séparation facile. Non, c'était pas une séparation facile et on l'a vécu pendant très longtemps avec ma sœur. Donc, on était souvent le fameux hibou, tu sais, l'enfant hibou, que j'appelle ça, qui passait les messages entre le père et la mère, tels que des trucs des fois où on n'était pas censé savoir ce qui se passait, tu vois. Des choses relatant aux finances, par exemple, ce genre de choses. J'avais 12 ans, quoi. 10 ans, 12 ans. Je suis pas censée savoir, tu vois, ce genre de choses, ce genre de problématiques. Qui doit signer quoi, qui doit payer quoi, tu vois, c'était... Ça te met une charge mentale aussi en tant qu'enfant de devoir bien passer le message parce que si tu ne le passes pas, ça te retombe dessus. Ouais, et puis en plus, tu vois, quand je passais le message, je m'en prenais plein la gueule à moi comme si j'étais l'interlocutrice de l'autre. En fait, t'étais le miroir. J'étais le miroir et j'étais là, mais en fait, c'est compliqué, donc c'était difficile. D'un autre côté, tu veux rendre service à tes parents, donc tu le fais, tu vois, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de discordes, effectivement, dont j'ai jamais parlé et dont je parlerai jamais. Il y a eu des conflits internes, il y a eu des drames familiaux, il y a eu des situations qui m'ont forgé et qui ont forgé pas mal de choses chez moi et des aversions à certains trucs. Genre, j'ai une aversion, par exemple, au mensonge, qui est très très forte parce que malheureusement, on m'a beaucoup menti quand j'étais petite, tu vois. Donc, pas une enfance avec beaucoup d'insouciance, finalement. Ah non, pas du tout. Ah non, puis tu vois, très très tôt, j'ai voulu aussi m'émanciper parce que c'était dur pour moi d'être toujours sous la tutelle de quelqu'un quand à côté de ça, on me donnait beaucoup de responsabilités en tant qu'enfant. Tu vois, en fait, on te donne la responsabilité d'être déjà adulte en te faisant passer des factures, des notes, des trucs comme ça. Mais à côté, on te laisse quand même dans le statut d'enfant et on te permet pas de forcément prendre tes ailes, enfin de t'envoler et de faire un petit peu ta vie, quoi. Donc ouais, j'ai dû m'occuper de ma sœur très tôt. Et j'ai été... j'ai pas été une deuxième mère, ça c'est pas vrai du tout. Mais par contre, j'ai dû lui expliquer certains trucs quand elle comprenait pas. Et tu vois, on me disait toujours genre le dis pas à ta sœur, tu vois. Alors moi, ça dérangeait personne que moi j'en prenne plein la gueule. Par contre, il fallait protéger ma sœur, fallait pas lui dire, sans se soucier que moi potentiellement ça pouvait me défoncer le cerveau, tu vois. Parce que peut-être que t'avais déjà une figure que tu encaissais beaucoup et que de ce fait, tu le montrais pas que tu souffrais de cette situation finalement. Non. Il y a eu la naissance de tes deux frères aussi, ouais. Donc ils sont tes demi-frères, vous avez votre père en commun. Demi-frères, ouais, on a mon père en commun, ouais. Est-ce que ça, tu as bien vécu l'arrivée de ces deux enfants? Parce que c'est pas forcément facile dans une famille recomposée d'avoir deux nouveaux garçons qui arrivent. Non, j'étais très contente. Peut-être un peu moins pour le deuxième, mais parce qu'il y avait une raison. En gros, donc mon père s'est remarié. Il s'est pas remarié tout de suite, mais il s'est mis en couple juste après que lui et ma mère aient divorcé. Et donc j'ai connu ma belle-mère à 5 ans. Et aujourd'hui, elle travaille avec moi. Donc, enfin, ça prouve aussi que, voilà, moi, elle m'a éduquée autant que ma mère, en fait. Tu vois, c'est horrible, je sais ce que je veux dire. Il y a plein de gens qui disent, tu peux pas comparer l'amour d'une mère, l'amour d'une belle-mère. Mais en fait, moi, je le jauge pas comme ça, tu vois. Le lien du sang, il existe, mais il y a un autre lien qui est là, tu vois. Moi, j'ai comme ce qui dirait la redevance du ventre. Je sais pas si les gens connaissent vraiment cette expression, tu vois, mais quand quelqu'un s'est occupé de moi, m'a éduqué, m'a nourri, m'a donné en fait ce dont j'avais besoin financièrement, affectivement parlant, émotionnellement parlant, ben mon amour il est sincère et il est le même. Il y a pas que le lien du sang. Je pense que je suis la preuve vivante que tu peux en fait ne pas forcément super bien t'entendre avec les gens de ta famille et tu choisis pas la famille dans laquelle tu nais réellement. Alors attention, hein, il y a plein de gens avec qui je m'entends très bien dans ma famille. Oui. Et aujourd'hui, ma mère, ça se passe très bien, tu vois. Mais c'est juste que, voilà. Donc ma belle-mère, non. Ça a pas été un choc quand elle est tombée enceinte. J'étais très contente d'avoir un petit frère. Ma sœur et moi, on était très contentes. Quand le deuxième allait arriver, avec ma sœur, on était un peu plus inquiète parce qu'on avait peur que ça soit une fille. Ah, et une troisième fille, t'aurais moins aimé? Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que quand t'es gamine, tu sais, t'es un peu la fille... Moi, je suis une fille à papa. La fille de ton père. Okay, moi, je suis vraiment la fille de mon père, même physiquement. Ouais. Ah ouais, c'est terrible. Tu ressembles à ton père? Je ressemble aux deux, mais c'est vrai que alors physiquement, je ressemble à ma mère, mais dans l'allure, dans la manière de me comporter, d'agir, etc., avec mes mimiques et tout, c'est mon père.
Ok. Enfin, Mais de toute façon, je suis la fille de mon père. Dans les goûts musicaux, dans les goûts de manière générale, dans la manière de voir la vie, je suis vraiment la fille de mon père. Et donc, avec ma sœur, on était là. Pourvu que ça soit pas une fille. Bon, bah, coup de chance. Hein. Ouais, on a eu pas mal de chance. Ma belle-mère, je pense qu'elle aurait bien aimé avoir une fille, mais bon, elle en avait déjà 2. Elle pouvait pas en avoir une 3e, tu vois. Donc, ouais. Ah, elle en a aussi de son côté. Non, c'est nous. Ah oui, d'accord. Ah oui. Okay. Non, elle avait déjà nous à s'occuper, donc, donc voilà. Ouais, sinon, ça fait quand même des grosses réunions de famille, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, et donc, dans toute cette ambiance où, effectivement, ça se passe pas hyper bien à la maison, ça se passe pas hyper bien non plus à l'école, ça, t'en as énormément parlé. Je l'ai pas inclus dans l'interview parce que t'en as fait beaucoup. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas ou qui connaissent pas cette partie de toi, je mettrai dans la barre d'infos plein de références de vidéos Café Marie sur son harcèlement au collège, parce que ça, c'est aussi au lycée. C'est aussi grâce à ça, on peut dire grâce, hein, finalement, qu'on t'a connu, parce que t'as été une des premières à prendre la parole sur le harcèlement sur YouTube à l'époque. Quand tu te lances sur YouTube, quel est ton souhait premier ? Je pense que mon souhait premier, c'est de me faire des amis pour qui je suis. Est-ce que ça a marché ? Non. Ce qui m'a poussée aussi à faire des vidéos, c'est que à l'école, j'étais victime de rumeurs avant tout. Et la rumeur, c'est le début du harcèlement, c'est ce qui est le plus dévastateur chez quelqu'un. Parce qu'en fait, ça crée comme une espèce de... C'est comme si tu te... Comment dire ? T'essaies de convaincre. Tu te dépersonnalises en fait complètement à travers une rumeur. Donc en fait, les gens te perçoivent comme quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Et en fait, ils détestent une personne que tu n'es pas. Et toi, t'as juste envie que les gens te connaissent vraiment pour qui tu es en fait. Et donc les gens me détestaient et parlaient sur moi via les rumeurs que eux-mêmes s'étaient montées entre eux. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ils parlaient en mal de moi sans vraiment savoir qui j'étais. Et donc en arrivant sur YouTube, je me suis dit, mais en fait, si je suis moi-même et que les gens n'ont jamais entendu les rumeurs qu'il peut y avoir dans un lycée, bah alors, ils vont m'aimer pour qui je suis. J'avais pas pris en compte le fait que, bon, c'est pas parce que tu es qui tu es que tout le monde va forcément t'aimer, tu vois. Mais c'était ça mon désir principal. Est-ce que je me suis fait des amis comme ça grâce à ça ? Non, aujourd'hui j'ai des amis sincères, mais parce que c'est des amis que je me suis fait en dehors de YouTube. Pas des amis que je me suis fait grâce à YouTube. J'ai essayé, hein. Oui, bah, il y a eu entre nous. T'as exposé des amitiés, des gens que voilà, qui allaient en avant, dans des voyages presse, et puis du jour au lendemain, on se voit plus, quoi. Ouais. Bah, il y a tout ce truc aussi quand t'es exposé. Et ça, c'est terrible, tu vois, parce que, et ça, je pense que je suis pas la seule à l'avoir expérimenté, mais quand t'es connue sur YouTube ou sur les réseaux et que tu montres quelqu'un dans tes vidéos, dans tes posts, etc., et que du jour au lendemain, on les voit plus, les gens pensent que c'est de ta faute. Ils disent, ouais, mais regarde. Tous les gens autour d'elle, ils partent les uns après les autres, c'est qu'elle doit être super toxique, je savais que c'était une connasse cette meuf. Moi, c'est ça que j'ai lu sur moi. Alors que je protégeais justement les gens en ne racontant pas ce qui s'était passé parce que je me disais qu'un jour, ça allait me retomber sur la gueule en termes de karma, tu vois. Moi, si demain, je raconte réellement ce que les gens m'ont fait, les gens que j'ai montrés, que j'ai exposés, je pense que ces gens n'ont plus de travail. Mais pourquoi tu vois ce que je veux dire ? D'accord, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que t'as pas, s'il y a des trucs un peu confidentiels et tout, ça je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'à certains moments, t'as pas plus aiguillé pour expliquer que c'était pas toi qui étais fautive ? Parce que les gens ne croient pas. En fait, les gens ne croient pas. Je l'ai fait, hein, de temps en temps. J'ai essayé d'aiguiller. Mais le problème, c'est qu'en fait, les gens ne croient que ce qu'ils ont envie de croire. Et donc, en fait, c'était difficile même de faire des sous-entendus. Parce qu'en fait, comment dire, quand c'est dans une ligne temporelle, si tu te sépares de quelqu'un pendant un temps et que un mois plus tard t'en parles, c'est encore trop frais dans l'esprit des gens, donc ils savent directement relier à qui c'était. Donc tu peux même pas faire jouer l'anonymat. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens savent quand même si tu donnes pas de nom. Moi j'en ai parlé certaines fois dans certaines de mes vidéos, mais 2-3 ans plus tard, pour que ça sème un peu le doute. Mais tu peux pas, les gens ils savent, tu sais, franchement, les gens sur internet c'est des inspecteurs gadgets quoi. Ils savent. Donc tu peux pas faire ça. Tu peux pas. D'accord. Mais j'aurais bien aimé, franchement. Parce que ça m'aurait évité des souffrances vraiment incommensurables à certains moments de ma vie, quoi. Je vais te montrer une photo. Oh non. La classique. La classique. C'est quoi, cette photo ? Donc, cette photo, c'est un screen, enfin, c'est la miniature de ma première vidéo postée sur ma chaîne YouTube. Ouais. Qui s'appelle ? Comment faire des boucles avec un lisseur. Tuto Tuto 1. Je crois que c'était ça. Tuto 1. J'étais un peu... Tu savais qu'il allait avoir une suite quand même. T'as mis tuto 1. En fait, je m'étais dit, s'il y a une suite, il faut que ça soit rangé. Parce que tu ne sais pas, mais moi, je suis poisson ascendant vierge, je suis un peu genre...
il faut que ça soit rangé, tu vois. Tout soit dans une case. En fait, j'avais mis dans ma vidéo ce que je retrouvais pas chez les autres. J'aimais bien que les playlists n'existaient pas encore à l'époque, tu vois. Et donc je m'étais dit, mais en fait, je trouvais ça plus simple quand tu cherches un truc, de savoir le combien c'est et tout, tu vois. Donc voilà, je m'étais dit pourquoi pas. Donc tu lances cette vidéo là. Tout à l'heure, tu me dis, quand j'arrive sur YouTube, je veux que les gens me connaissent pour qui je suis. Est-ce que la Marie qui fait des tutos au fer à lisser, c'est toi? Un peu, tu vois, parce que finalement, quand t'es ado, j'avais 15 ans quand j'ai filmé cette vidéo. 2011, pour resituer. 16 quand je l'ai postée, parce qu'il a fallu deux semaines, tu vois, avant que je me décide à la poster, puis avant que je comprenne comment fonctionnait un logiciel de montage aussi. T'es vraiment dans la fleur de l'adolescence et tu commences en fait à te maquiller, à prendre soin de toi, à vouloir plaire aux gens, tu vois. Et donc, oui, c'était un peu moi, parce qu'à ce moment-là, c'était quand même quelque chose que j'appréciais, tu vois, la découverte de moi, de ma sexualité, de qui j'étais, comment je me percevais. Pour la première fois, je commençais à me trouver jolie, alors que pendant des années, ça n'avait pas été le cas. Donc oui, c'était un peu moi. Mais c'est sûr que à l'époque, c'était difficile quand t'étais une fille de faire autre chose que des tutos beauté. C'est horrible aujourd'hui, avec le discours qu'on a aujourd'hui. En 2023, c'est dur de se dire qu'à l'époque, il y a encore 11 ans, c'était le seul contenu qu'on pouvait faire. Les deux contenus que les filles faisaient sur YouTube à ce moment-là, c'était la beauté et l'humour. Et dans l'humour, il y avait pas beaucoup de monde. T'avais Natou et Andy. C'était les deux seuls. Donc le choix était... T'avais pas beaucoup de perspectives de carrière, en fait, sur YouTube. Parce que tu jouais déjà à WoW et aux jeux vidéo? Donc, est-ce que si aujourd'hui, par exemple, il y avait Twitch à l'époque où tu as commencé, est-ce que tu penses que tu te serais plus lancé sur Twitch ou dans le jeu vidéo? Dans direct. le gaming? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais directement commencé par ça, parce que c'est un truc... En fait, c'est ma passion première, les jeux vidéo. Avant d'aimer la beauté, j'ai commencé à jouer à World of Warcraft, j'avais 11 ans. Mais comment tu découvres ça? Parce que tu vois, on est de la même époque, et moi, j'ai pas l'impression... J'avais des copains dans ma classe qui jouaient. C'est les garçons, alors, qui t'ont éduqué un peu aux jeux vidéo? J'avais pas de copines à l'école. J'avais que des copains. J'étais pas une fille qui avait spécialement beaucoup d'attrait avec les autres filles. Je m'amusais pas, en fait. Je trouvais ça... J'aimais pas trop les chippies, tu vois. J'aimais pas, en fait, les cancans. J'aimais pas ça. On n'écoutait jamais le même style de musique. Enfin, je me sentais pas à l'aise. Alors qu'avec les garçons, je trouvais que c'était plus facile parce que... Et d'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. J'ai toujours trouvé qu'avec un gars, c'était plus simple. Quand t'as un problème, t'en parles et c'est réglé. Et il y a pas, tu sais, d'amertume, d'animosité comme il peut y avoir chez les filles. Et moi, ça, j'aimais. La simplicité des choses, tu vois. Genre, tu m'aimes pas, j'ai fait un truc qui t'a déplu, on se le dit. Limite, bon, on se bastonne un peu, après c'est fini, tu vois. Donc, j'ai toujours été pote plus avec les garçons qu'avec les filles. Et donc, dans ma classe, j'avais 2 copains garçons et les 2 jouaient à World of Warcraft. Et un mercredi après-midi, je suis allée chez l'un des 2 et il m'a montré ce jeu et j'ai fait incroyable, je veux jouer à ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé le jeu et j'ai commencé à jouer. Ah, c'est fou, je savais pas qu'il y avait eu cette petite histoire là, comme ça. Oui, parce que effectivement, de ce que tu dis, et je me souviens des premières vidéos dans ta chambre où il y avait le drapeau américain. Je peux le dire, aujourd'hui, j'étais particulièrement jalouse. Je n'avais pas le droit d'afficher des drapeaux chez moi. Toi, t'avais le drapeau. Un peu la chambre que Valérie Damido aurait fait, finalement, si tu lui avais dit, je veux une chambre US, quoi. Pour tout te dire, j'ai pas laissé le choix à ma mère, tu vois. J'avais des posters, j'ai dit, d'accord, je les ai tous accrochés dans ma chambre. Elle a rien pu dire. Je suis un peu forcé la main, j'avoue. Mais finalement, tu postes quand même ces contenus beauté qui fonctionnent hyper bien, aussi parce que tu arrives à un moment où il n'y a pas tant de monde que ça sur la plateforme. Donc c'est vrai que dès que tu postes un contenu, en fait, on retombait vite sur les mêmes youtubeuses. Ouais, je pourrais même te les citer. À l'époque, il y avait Julie Love Mac 07 qui a commencé à faire ça en France. Il y avait Christelle Makeup. Il y avait Elsa Makeup qui s'est lancée quasiment en même temps. On était très peu. Après, les années qui ont suivi, il y a eu Sana qui s'est lancée. Après, il y a eu toute l'era des youtubeuses beauté qu'on connaît. Et il y en a beaucoup qui ont lâché entre-temps. Il y a eu une époque aussi des chaînes collaboratives, ça se faisait beaucoup. Oui. Enfin, vraiment, il y a eu plein de ce que j'appellerais d'eras sur YouTube. Il y en a eu plein. On va en parler. Hein. Il y en a eu plein, donc voilà. J'ai fait partie de la première vague, on va dire. Ouais. Mais très tôt, t'as dû te structurer aussi parce que ça fonctionnait quand même assez vite. Et se structurer dans quel sens? Dans le sens de ta belle-mère a rapidement... Pas tant que ça, hein. Tu sais, ça a attendu... Alors, attends. J'ai commencé en 2011, j'avais 16 ans, je suis allée jusqu'au bac, c'était le prérequis de mes parents, je pouvais continuer à faire des vidéos une fois par semaine, mais je devais quand même être bonne dans mes études. J'ai eu mon bac avec mention, tout s'est bien passé, 18 ans, j'ai vécu seule, je suis partie de chez moi,
Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me structurer, à 18 ans. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à gagner de l'argent avec YouTube. C'est ce qui me permettait de payer mon loyer. Honnêtement, en fait, mes parents m'ont pas payé mon loyer. Hein. C'est moi qui ai payé mon loyer. Et je suis partie aussi parce que j'avais les fonds financiers pour le faire, grâce à YouTube. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me structurer. Je l'ai fait avec l'aide de ma belle-mère, de mon père et d'un avocat à l'époque qui m'avait aidé à mettre ma société en place. Mais attends, mais on est à une époque où ça n'existe. Enfin, il y a très peu de youtubeurs déjà qui vivent. J'ai eu beaucoup de chance. Alors attends, tu me dis la chance, mais comment ça se fait ? Parce que mes parents sont super smart. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait mes parents ils ont vite vu que de toute façon moi j'étais pas. Alors faut savoir un truc, c'est que je suis phobique. C'est horrible à dire, je suis phobique de l'argent. C'est vraiment une phobie. Attends, phobique de l'argent, c'est-à-dire ? De l'argent. Je ne veux pas savoir combien j'ai sur mon compte en banque. Tu aimes quand même, enfin t'apprécies quand même gagner de l'argent. Oui, mais je ne veux pas les gérer. D'accord. Ça m'effraie. Genre c'est un truc comme je te disais quand j'étais gamine, ça a pas toujours été simple à ce niveau-là. Moi, c'est un truc où Tu penses que ça a un lien avec le fait que parce qu'il y a des choses que je dis pas, mais où il y a des trucs où l'argent c'est très très compliqué. D'accord. Ouais, c'est vraiment très très dur. Et donc en fait. Mes parents, ils ont vite vu que j'allais être submergée, tu vois, par ce truc, cette vague, en fait, que je me prenais. Alors qu'en plus de ça, moi, j'avais même pas du tout fait des études là-dedans. Genre, je savais pas gérer un budget, je savais pas faire de la gestion, je savais pas payer des impôts, je savais pas faire ça. Et donc, du jour au lendemain, il fallait que je fasse ça. Mes parents, ils ont dit non, on va pas la laisser dans la merde. Donc, ils m'ont aidé à structurer directement une entreprise, ce que très peu de youtubeurs ont fait à l'époque. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai très vite été, on va dire, dans les clous. Dans les clous, tu vois. Tandis qu'il y en a plein qui recevaient directement l'argent sur leur compte en banque. Mais that's it. Perso, ouais. Perso, ouais. Mais that's it. Donc bon, heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très vite structurée. Mais ouais, c'est grâce à mes parents. Qui, eux, se sont dit, il faut faire les choses bien, tu vois. Mais tu vois, c'est assez paradoxal parce que tu me disais tout à l'heure que ton père était très à cheval sur la réussite scolaire, qui va peut-être de pair aussi avec une réussite sociale. Tu vois, quand tu réussis bien tes études, peut-être que tu accèdes aussi à un statut dans la société que tu n'as pas forcément, tu vois, il y a tout ça. Et pourtant, il a accepté alors le fait que tu fasses, que tu sois youtubeuse alors que c'était vraiment pas dans les mœurs comme aujourd'hui. Donc j'ai fait 3 semaines de fac en sortant de mes études, de mon bac. T'as essayé, hein? J'ai essayé. Je me suis inscrite en double licence, LEA anglais et lettres appliquées. Ok. Mon but à terme, c'était de m'ouvrir des voies vers soit la traduction, je trouvais ça très cool, traduction en anglais, ça m'aurait plu, soit vers prof en amphi, de lettres, mais soit de lettres, soit partir en Angleterre, aux États-Unis pour pour être prof de français. Ça pouvait me plaire. Et c'était un peu les trucs que je m'étais dit que je ferais, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je me suis inscrite dans cette double licence qui aura duré 3 semaines, parce qu'en fait, je me faisais reconnaître à la fac. J'ai très vite compris que ça n'allait pas le faire, en fait. J'étais en amphi et je voyais les gens sur leurs ordinateurs mettre mes vidéos YouTube. Que c'est gênant. C'était très gênant. C'était très gênant. Donc du coup, comme je faisais un petit peu encore de l'anxiété sociale, même si j'avais changé de lycée, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais très à l'aise. Je me suis dit, en fait, je vais jamais réussir à faire mes études. J'arriverai pas parce que ça me stresse énormément. Donc j'ai demandé à mes parents, je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que on fait un deal, en fait. On a fait un deal. Ils m'ont dit, écoute, on te laisse 1 an. Si au bout de 1 an, t'as pas réussi, en fait, à, en gros, gagner ta vie correctement, mettre de l'argent de côté et faire en sorte que YouTube soit un revenu stable, oui. Tu reprends tes études. Ok. Si ça marche, on voit. Un peu comme on pourrait dire presque une année de césure. Un peu finalement. comme une année de césure. Ok. C'est ça. C'est un peu le deal qu'on s'est fait. Et comme à l'époque, de toute façon, même en commençant mes études, j'étais pas non plus, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Mes parents, ils y ont vu aussi une porte de sortie parce qu'ils se sont dit, attends, elle est passionnée dans ce qu'elle fait, parce que vraiment, c'était un truc, mais je mangeais YouTube, je dormais YouTube, je vivais YouTube. C'était vraiment, je faisais à l'époque, je filmais 3 vidéos par jour. Faut savoir ça. Je montais dans la foulée, ma vie tournait autour de ça, quoi. J'étais passionnée. Donc ils se sont dit, la gamine, elle kiffe. Elle gagne un peu avec ça, elle peut se payer son appart et tout, viens, on la laisse faire. Je pense que mais j'ai eu beaucoup de chance que mes parents me disent oui, parce que honnêtement, pour le même prix, mes parents me disaient non, ma cocotte, toi tu retournes faire tes études et puis ciao, tu vois, ciao, bonsoir, c'est fini. Grâce à ça, ils ont permis à ma vie d'être ce qu'elle est aujourd'hui, ils m'ont permis surtout de m'épanouir dans ce que je faisais, et ils m'ont pas en fait enfermée, comme on peut le voir aussi aujourd'hui, dans des études, et en fait à la fin de mes études, me dire en fait j'aime pas ce que je fais.
Et là, tu te retrouves après avoir fait un master en mode, bon, bah finalement, je vais changer de voie. Non. Je pense que mes parents, sur le coup, ils ont été assez smart en disant, on la laisse et on voit. Et donc, ta belle-mère a pris ce rôle de... Alors, qu'est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est agent? Parce que t'es aussi dans une agence, chez Point d'Orgue, avec Karine, que tu montres très souvent. Ça fait longtemps que t'es chez Karine. Donc, Karine a ce rôle d'agent. Alors, et ta belle-mère, comment ça se passe là-dedans? Alors du coup, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble qu'elle a eu plusieurs rôles. Au début, elle continuait à travailler, elle avait son CDI classique, tu vois. Elle travaillait encore chez Air France, donc elle m'aidait un petit peu, en plus de son boulot. Ensuite, ça a commencé à prendre de l'ampleur, donc elle s'est mise à mi-temps. À mi-temps pour ta société? Pour sa société, déjà, elle a pris un mi-temps. Donc, elle travaillait à mi-temps pour moi. Donc là, elle a commencé à gérer les mails, les contrats, les avocats, mon emploi du temps. Elle m'aidait beaucoup, elle m'accompagnait. J'étais jeune à l'époque, Faut quand même imaginer que j'avais 18 ans. C'était un truc qui était pas très connu. Le premier tournage que j'ai fait, c'était chez Au Féminin à l'époque. C'était rémunéré, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un avec moi. Enfin, je me rappelle que mes parents, ils étaient inquiets quand même, tu vois, de se dire, attends, on va pas la laisser monter à Paris toute seule. Aujourd'hui, les influenceurs de 18 ans, ils partent aux États-Unis tout seuls, mais mes parents m'auraient jamais laissé faire ça. Ils me laissaient déjà pas monter à Paris toute seule, ils m'accompagnaient. Ils avaient peur pour moi. C'était tellement nouveau. C'était tellement nouveau pour le même prix. Je me faisais embrigader dans un truc, tu sais pas ce que c'était. Donc elle a fait ça. Et puis au bout d'un moment, en fait, ça prenait tellement de place, tellement d'ampleur qu'elle a pris une année sabbatique dans son boulot. Et ensuite, elle a démissionné et elle bosse avec moi à plein temps. Donc ça a évolué de un petit peu, on va dire, assistante, manager, agent. Donc elle gérait vraiment tous mes mails, tout ça, machin, les contrats, être sûre que tout était bien fait, les factures et tout. Elle a tout géré dès le départ. Et puis ensuite, on a été dans un network. J'étais chez M6. Puis ensuite, donc les MCN à l'époque. J'ai changé de... Donc M6, ils avaient un rôle d'agent aussi. Donc elle, ça la déchargeait. Mais elle gérait toujours, quand bien même. Moi, elle faisait l'intermédiaire entre toi et M6. Exactement, elle faisait l'intermédiaire. Ensuite, j'ai été chez Disney. Ça a été aussi, il y a eu une période où Disney était un network. J'étais chez eux. Je suis retournée chez M6. J'ai quitté M6 et je suis rentrée en agence. Donc chez Point d'Orgue. Et chez Point d'Orgue, ça fait 5 ans, je crois, que j'y suis. D'accord. 5 ans sur les 11 ans, on va dire. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère toujours ça. Elle fait toujours l'intermédiaire. Elle a pas ce rôle de prospection, si tu veux. Oui. Elle a vraiment le rôle de gestion, de toujours les factures et tout. Et surtout, elle gère aussi mes 2 autres sociétés. Et oui, ça, on va en parler tout à l'heure. Parce que j'ai 3 sociétés. Et donc, bien sûr, elle gère... J'ai 10 salariés. Oui. Donc, elle fait un peu de RH, alors aussi? Elle fait de la RH, elle fait les salaires, elle fait tout. Elle gère le bureau. Tous les trucs qui, toi, qui sont phobiques chez moi. Parce qu'en fait, c'est même pas de l'ordre de la flemme. Faut vraiment capter que chez moi, c'est un truc où... D'ailleurs, c'est très drôle. Elle choisit, les moments où elle me parle de ça. Parce qu'elle te connaît par cœur. Parce qu'elle sait qu'il y a des moments où si elle m'en parle, je vais faire une crise d'angoisse. Je peux pas gérer ça. Oui, mais tu vois, ce que je te disais au début de l'interview. Pourquoi c'est intéressant qu'on revienne aussi sur... Tu es ma psy, Alix. Mais non, mais tu vois... Je vais appeler ma psy, je vais lui dire, tu dois regarder cette vidéo avec Alix parce que tu verras, on parle de la même chose. Elle va être morte de rire, ma psy. Elle va me dire, mais putain, t'as plus besoin de moi, c'est bon. Appelons Alix Grousset. N'hésitez pas, je prends les consultations, allez-y dans les commentaires. Non, mais tu vois, ce que je te disais au début, c'est important parce que si tu étais arrivée à l'interview en me disant... je suis phobique administrative, j'ai peur d'argent et tout. Mais qu'on n'a pas tout le backup. Donc pourquoi est-ce que ça te procure ça? Les gens, peut-être, qui vont regarder, vont se dire, est-ce qu'elle en rajoute pas un peu des caisses? Alors que quand on comprend que enfant, ça a été un traumatisme et que vraiment, c'est pas une parole en l'air, mais que ça a été vraiment très profond pour toi et que c'est une faille que certainement tu bosses avec ta psy, là, on comprend pourquoi il y a ça. Et tu vois, je trouve que c'est là, pour le coup, vraiment intéressant que tu sois aussi open d'en parler parce que ça permet vraiment de faire un fil rouge et de... En fait, à la fois, c'est hyper intéressant et à la fois, je pense que ça intéresse que deux catégories de personnes. Les gens qui sont mal intentionnés et qui ont envie de savoir des choses de mon enfance que je partage très peu, et des gens qui sont, on va dire, qui me soutiennent énormément et qui ont envie d'en savoir plus pour comprendre d'un côté bienveillant comme on est en train de le faire actuellement. C'est aussi pour ça, tu vois, que je me dis toujours, faut faire attention à ce que tu dis, mais bon, là, en attendant, j'ai rien dit de... Oui, non, mais après, tu contrôles aussi ce que tu dis. Et de toute façon, tu sais très bien, ici, il n'y aura pas un titre avec écrit... la phobie de l'argent d'Angel Phoenix. Voilà, on va pas faire ça, quoi. Ah bah ouais, je suis déçue. Non mais voilà, et donc du coup, c'est vrai qu'elle gère... ma belle-mère gère tout l'administratif de ma boîte, de mes 3 boîtes. Et en fait, on a fait ce choix toutes les deux, parce qu'elle, c'est un truc... Alors, je dirais pas qu'elle apprécie faire, mais elle est très méthodique et elle est vraiment top dans ce qu'elle fait. Donc, moi, je lui fais une confiance aveugle là-dessus. J'ai vu des gens un jour dire sur Twitter que si ça se trouve, mes parents me prenaient de l'argent sans que je le sache. Parce qu'ils savaient que ma belle-mère travaillait avec moi. Et je trouvais que c'était très... c'est très dur, en fait, de dire un truc comme ça parce que ça renvoie à une peur déjà profonde chez certaines personnes. Et tu te dis,
Oui, peut-être qu'ils le font. Et puis d'un autre côté, ça casse aussi la confiance. Alors heureusement, moi, ça n'a rien ébranlé, mais je trouvais que c'était dur, en fait, le jugement que les gens peuvent avoir, en fait, sur une famille entière. Et je pense pas que je fais partie de ces gens... Enfin, je suis pas sûre je pense pas que je fais partie de ces enfants que les parents ont exploités, tu vois, comme on peut le voir sur de nombreuses chaînes YouTube actuellement. Donc je trouvais que c'était un petit peu dur et je pense que les gens, des fois, ils doivent vraiment faire attention à ce qu'ils disent parce que sans elle, je serais pas non plus là où j'en suis, tu vois. Et puis elle t'a aussi beaucoup accompagnée physiquement. Je me souviens, psychologiquement. Ouais. Je me souviens quand elle allait beaucoup aux États-Unis, quand il y avait les conventions et tout, où elle venait aussi tout le temps avec toi. Quand je faisais mes signatures de livres avec 5000 personnes à la Défense, elle était là. Hein. Elle était à côté. Tu regardes les vidéos, elle était à côté de moi. Parce que sinon, en fait, il faut s'imaginer que à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'amis dans la vie. Ça a rien changé. Je suis à fond dans mon travail. Mes amis ont un petit peu de jalousie, me comprennent pas forcément, ou un problème avec l'argent que je gagne parce qu'ils gagnent pas le même argent, ça crée des conflits, mine de rien. Là, attends, tes amis qui sont un peu dans ce milieu-là ou tes amis hors milieu? Hors milieu, ou même qui sont un peu dans le milieu, parce que y avait rien à faire. En 2014, j'étais à mon prime, tu vois. Donc c'était un peu délicat pour certaines personnes. Il y avait des gens qui m'aimaient bien, mais qui m'aimaient bien qu'en façade. Donc c'était pas une période psychologiquement hyper évidente pour moi. Et donc la seule en qui j'avais une confiance aveugle, sans jamais réfléchir, savoir si elle avait une ambiguïté derrière la tête, c'était ma belle-mère, tu vois. Donc elle était toujours là, physiquement, moralement, quand ça n'allait pas. Elle m'a accompagnée sur Danse avec les stars. Elle était là pour mes signatures de livres, elle était là pour tous mes tournages, pour tous mes voyages presse. Puis il faut s'imaginer, c'est pas facile pour elle de laisser ses 2 enfants en bas âge à la maison pour m'accompagner moi, et pas ma sœur. Enfin, tu vois, en fait, c'est une psychologie de famille, en fait, qui est bouleversée pour le travail de quelqu'un. Donc, de voir ça, les gens dire des trucs pareils, j'étais là, mais vous savez pas, vous ne connaissez pas, en fait, ce que ça implique, en fait, comme sacrifices familiaux. Toute la famille, de toute façon, je pense, quand il y a un membre de la famille qui est un peu exposé médiatiquement, toute la famille trinque. Ah oui, bien sûr. Parce que, mine de rien, t'es quand même... ta sœur devient, malgré elle, la sœur d'Enjoy Phoenix. Ah oui. Est-ce que ça, elle en a souffert, par exemple? Elle en a souffert. Parce que tu la montres beaucoup moins aujourd'hui. Alors, je la montre moins. Tu l'avais pas tellement tant montré, mais. Je la montre moins parce qu'on n'habite pas dans le même pays maintenant. Et puis elle est maman et je crois que ça a aussi beaucoup changé. Donc oui, je la montre moins. Mais quand elle était, ma sœur et moi, je crois que j'ai jamais dit, mais il y a eu un moment où on s'est pas parlé pendant 1 an. À cause de ça? 1 an, c'est long, hein, quand t'es sœur. C'est très très long. Donc les réseaux sociaux, à un moment donné, les réseaux sociaux, la fame, YouTube, ça a impacté ta relation avec ta sœur? Les copines de ma sœur étaient copines avec elle parce que c'était la sœur d'Enjoy Phoenix. Ouais, quand elle l'a su, quand elle s'en est rendue compte, au lieu d'en vouloir à ses copines, elle m'en a voulu à moi. Mais je lui en ai jamais voulu pour ça. Jamais. J'ai jamais eu d'animosité. J'étais très triste qu'on se parle plus avec ma sœur. Mais c'était son choix. Elle faisait sa crise d'ado et je pense que pour elle, identitairement parlant, c'était très compliqué. Déjà, c'est compliqué identitairement parlant, la crise d'ado. Donc si en plus t'es dans l'ombre de ta sœur, c'est encore plus dur. Donc j'en ai pas voulu. Mais on s'est pas parlé pendant 1 an. C'est dur. Et puis c'est au moment où effectivement, toi, t'as besoin aussi peut-être de ta famille, du soutien. Quand c'est la période où c'était au moment de Danser avec les stars. Ouais, c'était un peu avant Danser avec les stars quand même. Mais tu vois, je trouve que la relation qu'on a aujourd'hui avec ma sœur, elle a jamais été comme ça. Elle a jamais été aussi saine et on n'a jamais été aussi proches que ces 2-3 dernières années. Ouais. Et c'est peut-être aussi le fait que tu t'aies plus cette pression d'être la numéro 1. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Alors en fait, c'est bâtard parce que dans les chiffres, c'est toujours moi. En termes de quoi? D'abonnés. Ah ouais? Ouais. Alors du coup, dans quelle classification? Parce que là, t'as quoi? 6 millions sur Insta, j'ai 6 millions. Sur ma chaîne principale, j'ai 3,5 millions. Ouais. Donc en fait, en termes de filles, je suis pas la première sur YouTube, mais je suis dans les premières. Je crois qu'il y en a tout. Ouais. Mais donc en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, les chiffres des abonnés ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est les vues, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est très difficile parce que t'es là, genre, les gens, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens. Ça, c'est vraiment le pire truc. Ça digresse un peu sur ce qu'on disait, mais qui vont dire sur les réseaux, putain, la honte, franchement, elle a tant d'abonnés et t'as vu combien elle fait de vues? En fait, les gens, ils sont dans mes stats, apparemment, tu vois. Ils ont de la peine pour moi sur les stats. Mais en vrai, de vrai, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Et c'est très dur, en fait, de réfléchir comme ça, parce que toi, tu te remets en question, tu te dis, putain, en fait, oui, c'est vrai.
Mais parce qu'il y a des... Bon, il y a des facteurs, il y a plein de raisons, tu vois. Il y a ça, mais il y a aussi ce que tu disais tout à l'heure, il y a des airs, en fait. Donc, effectivement, à un moment donné, en 2014, c'était ton prime. Ouais. Mais de toute façon, le prime, je pense, ne peut pas durer. Ah non. Ça 50 dure pas, tu vois. mais ça dure Et là, jamais. aujourd'hui, celles qui sont à leur max, dans 10 ans, ce sera plus les mêmes. Dans 5 ans, ce sera plus les mêmes. Ah non, bien sûr. Comment tu vis, toi, justement, toute cette arrivée de nouvelles vagues? J'en ai reçu beaucoup ici, que ce soit Léna, Maya, Marine, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps. Comment est-ce que toi, tu le vis quand, justement, on te compare à elles? Est-ce que t'as eu le seum? Je crois que je l'aurais mieux vécu si on me l'avait pas mis dans la gueule. En fait, c'est très difficile parce que moi, j'ai toujours accepté le fait qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent sur la plateforme. Parce que, déjà, c'est sympa comme contenu à regarder. Quand t'as des gens, en fait, qui bousculent un petit peu ce que tu fais, tu trouves ça chouette parce que ça te challenge toi aussi. Déjà, à regarder, c'est fun. Ça te challenge, en fait, à t'aligner, à faire mieux. Moi, je suis quand même quelqu'un je suis très dans la performance dans tout ce que je fais. Ça fait aussi partie de mon éducation. Comme je te disais avec mon père, j'ai toujours été élevée à... Ça, c'est ça. Hein. Faut être la première aussi. C'est ça qu'on attend, Marie. Hein. C'est pas moi. Hein. Mais c'est bien, ça m'a forgé. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose pour moi qui est un fardeau. Mais donc, j'ai toujours trouvé ça normal, sympa. Des fois, un petit peu ennuyant parce que tu comprends pas. Au début, c'était un peu là, genre, c'est qui elle? Comment ça se fait qu'elle fasse autant de vues? Genre, pourquoi est-ce qu'elle attire autant? Qu'est-ce qui est différent? Enfin, tu vois, tu te poses forcément plein de questions. Mais je l'ai toujours vu comme un booster pour me remettre en question et pour essayer de produire du contenu différent. Jusqu'à ce que on vienne me le mettre dans la gueule. On vienne me dire dans les commentaires « Ah putain, t'es tellement has-been maintenant, regarde, comparé à telle youtubeuse, franchement, tu l'as eu avec qui, ça ? Je l'ai eu avec tout le monde. Je l'ai eu avec Léna, je l'ai eu avec Marine. En gros, on me comparait toujours avec des filles plus jeunes que moi, qui étaient en fait la nouvelle vague d'influenceuses. Et donc, à un moment, c'est difficile parce que tu commences... En fait, c'est les gens qui créent la compétition à ta place. Toi, tu la crées pas forcément parce que c'est le cycle de la vie, tu vois. On va tous mourir et il y a des gens qui vont toujours commencer à naître. C'est pareil sur tous les réseaux, dans tous les milieux. Quand t'es dans une boîte, t'as toujours envie d'upgrader et de prendre la place de celui qui est au-dessus de toi. C'est pareil, tu vois. Donc et en plus, je pense qu'elles étaient là pour challenger ça aussi. Toi, tu vois pas la compétition, mais c'est les gens qui la créent à ta place. Donc là, ça commence à te foutre le seum. Parce que du coup, tu te dis, non mais attends, là les gars, je suis en train de passer pour une merde en fait. Alors que pas du tout, parce que on a tous notre audience en fait. Il y a de la place pour tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a plus beaucoup de place, on va pas se mentir. Il y a du monde quand même. Aujourd'hui, il y a quand même du monde, mais à l'époque, il y a encore 3 ans, il y avait encore de la place pour tout le monde. Donc pour moi, je voyais pas où était le problème de ça. Et puis en fait, ouais non, c'est vraiment les gens, je dirais, qui sont très mesquins. Et c'est eux en fait qui vont créer de la compétition. Pourquoi? Parce qu'ils aiment les dramas. Et ils ont envie de créer de l'animosité, tu vois. C'est les gens qui vont regarder qui follow qui a unfollow qui. C'est très dur, tu vois. Toi, tu veux juste faire ta vie. Mais pourtant, non, il y a encore des gens qui vont fouiner. Ce truc-là, je l'ai vu parce que là, t'as fait un voyage presse GHD avec, il y avait Sana et Marwa. Ouais. Et vous avez posté un reel, enfin c'est Sana, je crois, qui a posté Sana un a posté un reel, ouais. Vous êtes toutes les trois, vous arrivez, et dans les commentaires, il y a que des gens qui disent quoi, mais Sana et Marie en même temps, ou Marwa et Sana en même temps, parce que forcément, à un moment donné, quand vous étiez un peu toutes à votre prime de YouTube beauté, mais c'était vous n'étiez pas forcément copines. On était, alors avec Sana, on a eu une histoire compliqué dans le sens où on a été copines, puis on n'a plus été copines, et puis on a re-été copines, puis après ça a été ambigu, puis après on n'a plus du tout été copines. Parce que tu vois, c'est très destructeur aussi ce milieu-là. Il y a plein de gens qui parlent, des gens qui vont mentir, des gens qui vont dire des choses, des gens qui cherchent à te monter les uns après les uns avec les autres. Et puis il y a aussi un paramètre, sans langue de bois, à un moment donné, quand on est séparés, on est genre un top 5, et ce qui nous sépare, c'est 5000 abonnés, mais c'est la bagarre. T'as vraiment fait la bagarre? Mais c'est la bagarre. Mais franchement, faut arrêter de mentir. Moi, j'en ai marre des gens qui sont là. Ah non, moi, je cherche pas la fame. Allez, ça y est, stop. Faut arrêter de mentir. C'était la bagarre. À un certain moment donné, c'était la bagarre. Et ça se matérialisait par quoi? Des vidéos qui étaient copiées, de très grosses inspirations, des miniatures qui étaient sensiblement les mêmes, des voyages presse où l'une et l'autre râlaient parce que l'autre était là à sa place. Pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi moi je suis pas là? Pourquoi elle est invitée à un tel event? Nanani, si elle vient, moi je viens pas. Ah mais attends, c'était la guerre à ce moment-là, c'était la bagarre. Et ça, les gens, ils veulent pas le dire, mais c'est la vérité. Ça a duré 1 an, je pense. Vraiment, où c'était comme ça.
Après, l'écart s'est creusé, chacun a trouvé son audience et ça s'est beaucoup calmé avec le temps. Et puis, je pense qu'on a grandi. Moi, aujourd'hui, Sana, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et on a eu des conversations avec Sana qui en fait, se sont avérées être hyper, même, comment dire, touchantes dans le sens où je pense qu'on s'est retrouvés dans le sens où on a chacun fait notre petite popote chacune de notre côté. Et quand on s'est revus, en fait, on s'est rendu compte qu'on partageait exactement les mêmes valeurs. Et donc, en fait, finalement, ça match, tu vois. Puis, je suis plus du tout dans cette... Allez, je suis plus dans ce truc, c'est fatigant. C'est épuisant. Non, mais j'ai plus envie. Et donc, aussi, et donc, pour moi, il y a pas... Je comprends les gens, mais parce que les gens sont restés bloqués restent bloqués sur des événements du passé. Et même si toi, t'essayes d'aller de l'avant, c'est eux qui tu sais, c'est comme un espèce de boulet, tu vois, qui viennent et hop là, ils te rattrapent. N'oublie jamais, tu vois. Alors que toi, t'es passé à autre chose. Mais comme il y a des traces sur Internet ou comme il y a des machins et que eux, c'est un petit peu leur amour, gloire et beauté, ils adorent faire ça. Voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, en plus, c'était vraiment encore ta période où t'étais très YouTube beauté, jusqu'à une vidéo qui m'a marquée, qui est la vidéo pardon, je vous ai menti, ou un titre comme ça. Attends, je l'ai noté. Je suis désolée de vous avoir menti. Ah oui, je pensais pas que t'allais parler de cette vidéo. Je pensais que t'allais parler de la vidéo où je voulais plus recevoir de Elle arrive juste après, madame. Enfin, on fait de façon chronologique. Tu as raison. Dans cette vidéo, t'es encore blonde. Pour moi, c'est important de le dire. Oui, parce que la vidéo où t'arrêtes de recevoir des produits, t'es passé châtain. Donc, c'est tout bête, mais pour moi, tes cheveux, c'est une gradation de... Ah, mes cheveux, c'est symptomatique de ma personnalité. C'est une gradation de ta personne. Là, je suis à mon prime, là. Donc, ouais. Mais ça démontre trop bien. T'es passé de blonde platine à... Quand t'es à aujourd'hui, les cheveux noirs, t'as même fait une petite phase de bleu. Rouge-touille. Allez, excentricité. J'ai pas fait de rose. Quand tu postes cette vidéo, je suis désolée de vous avoir menti. Le terme menti, c'est fort. Archi fort, surtout sur les réseaux où très souvent les influenceurs sont taxés d'être des menteurs. Pour certains, c'est vrai, pour d'autres, un peu moins. Tu es mauvaise, Alix. Une balle perdue. On apprendra celui qui veut. Le terme menti est très fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et je vais te poser la question de façon très cash. Est-ce que Enjoy Phoenix était un personnage fictif quand tu fais cette vidéo? Alors, je dirais pas que Enjoy Phoenix était un personnage fictif. En revanche, quand il y a eu toute cette période, justement, un petit peu la bagarre, tu vois, être toujours au top, faire le plus de partenariats et tout, il y a eu un moment où je me suis totalement perdue. Je me suis laissée aller vraiment dans les nimbes de ce boulot-là qui m'a happée dans tous les sens du terme. Et en fait, à ce moment-là, mon simple but, c'était de réussir. J'avais même plus le côté passion. Et c'était en ça, en fait, que la vidéo, pour moi, elle était importante. C'est que, en gros, le problème, à ce moment-là, c'était que je ne faisais les choses que pour être au top. Et je faisais plus vraiment les choses parce que je les aimais profondément. Alors que je continuais à dire que YouTube c'était ma passion, que j'adorais mon métier, que j'étais hyper reconnaissante de ce que je faisais. Je disais ça et de l'autre côté, je pleurais parce que mes stats étaient pas assez bonnes. Je faisais des vidéos en fonction des tendances. Le slime. Voilà, le slime. Regarde-moi, s'il te plaît. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est en ça a duré quand même un sacré moment où mon but c'était de faire des vidéos qui marchaient, pas des vidéos que je kiffais. Et c'est en ça que j'avais l'impression de mentir à ma communauté. Parce que autant c'était difficile d'un côté parce qu'il n'y a rien à faire. Ces vidéos-là, mais quand je te dis elles pétaient les charts, c'était incroyable. Les stats étaient malades par rapport aux autres vidéos. Hein. C'était du million de vues pour chaque vidéo, il faut quand même le savoir. Donc d'un côté, t'as ces vidéos qui tapent les hauts des stats et tu te dis putain, je dois continuer. D'un autre côté, tu te lèves le matin et t'es là, je vais encore devoir faire la gamine en vidéo. Top. Génial, trop bien. Donc j'étais en dissonance totale en fait avec qui j'étais et le contenu que je produisais. Et à un moment, je me suis dit non mais là, tu vas devoir choisir Marie parce que il y a un moment ça va se ressentir. Et d'ailleurs, il y a des gens qui l'avaient vu parce que ça se voyait sur certaines de mes vidéos. Il y avait plus aucun vrai sourire. Il y avait rien. Tu sentais que c'était pas moi. Et j'en avais longuement parlé avec mes parents à ce moment-là. Ils m'avaient dit, écoute, là, ça se voit que tu kiffes pas ce que tu fais. Enfin, à côté de ça, j'adorais faire des vlogs, mais sur ma chaîne principale, j'étais perdue, quoi. J'étais perdue. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'il fallait que je rétablisse un peu la vérité, quoi. Tu sais quoi, ça m'a fait penser à Hannah Montana. Miley Cyrus. Non, je t'explique pourquoi. Miley Cyrus, quand elle jouait dans Hannah Montana, elle était la petite...
la coqueluche, on va dire. Oh, c'est ça. C'est vraiment mal à ma France de dire coqueluche, mais bon. La coqueluche des US, Miley Cyrus, c'était l'adorée des ados et des parents. Ouais. Elle était référence aussi pour les parents en tant qu'ado parfaite. Bah ouais. D'un seul coup, Miley Cyrus, alors ça la faisait bien rigoler de jouer dans Montana, mais elle avait quand même envie d'être femme, d'être plus à l'aise avec ce qu'elle était, sa sensualité, peut-être sa sexualité. Et hop, elle a twisté, et après, elle a commencé à faire Wrecking Ball, se couper les cheveux, etc. Pour moi, t'as eu le même truc. Alors, la vidéo, c'était Wrecking Ball. Un peu moins extrême. C'était le rasage de crâne de Britney Spears. Mais en vrai, c'est ça. Ouais. C'est un peu le syndrome des enfants Disney que t'as vécu. C'est que toi, tu t'es construit en tant qu'ado de référence pour les enfants, pour les parents. Je prends notamment un exemple, le fait que t'aies mis beaucoup de temps à dire que tu fumais. C'est anecdotique, mais c'est la réalité. Non, ça, c'était terrible. Parce que, quand je me souviens très bien, quand t'as fait la vidéo pour dire que tu fumais ou t'avais répondu dans une FAQ un truc, t'avais expliqué que c'était parce que tu ne voulais surtout pas influencer. Je m'en suis rendu compte avec le temps que c'était le cas. J'aurais pu être gourou d'une secte à ce moment-là, Alix. C'était une période, regarde le masque à la cannelle. Non mais attends, tu vois le ça, délire. Ça avait fait, non mais attends, tout ça parce que les gens qui potentiellement auraient fait des allergies, je tiens à préciser, à n'importe quel produit vendu dans la grande surface à côté de chez toi, ont fait une allergie à ce masque-là parce qu'ils n'ont pas fait de test comme ils auraient dû le faire pour n'importe quel produit qu'ils allaient s'appliquer dans tous les cas. Oui, après, peut-être que ta faute aurait été, tu vois, de le dire en vidéo. J'aurais dû, tu vois. Mais sur le coup, même moi, j'y ai pas pensé parce que ça tombait un petit peu sous le sens. Et encore une fois, je remets pas la faute, enfin, je remets pas le truc en question. C'est juste que ça prouve bien qu'à ce moment-là, on remettait jamais en question ce que je disais et ce que je faisais. Donc oui, si moi je disais que je fumais des clopes, j'avais vraiment clairement pas envie que t'aies des gamines qui aient acheté leur premier paquet, tu vois. Oui, parce que justement, t'avais cette audience encore de très jeunes. Et est-ce que c'est pour ça que t'as voulu, à un moment donné, changer et t'affirmer un peu plus en tant que peut-être un peu moins lisse, enfin en tout cas montrer ce que t'étais vraiment, parce que finalement là ce qui ressort c'est que la Marie qui fait du slime, c'est pas la vraie Marie. Quand t'éteins ta caméra, tu fais pas du slime pour te détendre, quoi. Non, pas du tout. Non, je faisais du contenu pour l'âge de ma communauté, mais c'était pas représentatif de qui j'étais. Et en fait, à un moment donné, j'avais aussi cette envie de conversationner avec des gens qui avaient mon âge et qui avaient entre guillemets les mêmes hobby que moi. J'avais plus envie d'être la copine plutôt que la grande sœur, ce statut que j'avais eu pendant des années. Donc c'est vrai, parce que même dans les médias, c'est ce qu'on te disait de toi. Toujours. T'étais la grande sœur des ados. Mais j'étais pas la copine. Hein. À un moment, c'est sympa 5 minutes, mais je peux pas être ça toute ma vie, tu vois. Est-ce que ça t'a créé des problèmes d'identité, tu vois, de plus savoir où est-ce que t'es, est-ce que là t'es Marie, est-ce que t'es Enjoy Phoenix? Ouais. Et ça se manifestait par quoi, ça? Dans des conversations avec des potes. Où en fait, des fois, je disais des trucs sur certaines intonations, où j'avais des expressions, ou alors genre j'allais, je sais pas, par exemple, j'aurais même plus d'exemples à te donner, mais genre mes potes allaient dire arrête de faire ta Enjoy Phoenix. C'était violent, tu vois, quand on me le jetait à la gueule, parce que j'étais vraiment là genre. C'était un peu la honte, en fait. Mais en fait, c'était difficile parce que, tu vois, encore une fois, il y a cette dissonance entre les gens qui disent ça, mais d'un autre côté, quand il s'agissait 2 heures plus tard de rentrer en boîte de nuit et qu'on se faisait refoule, c'était trop chouette de dire que leur pote c'était Enjoy Phoenix. C'était eux qui prenaient leur téléphone, qui mettaient mon Insta et qui les montraient au videur. Moi, j'étais derrière, j'étais super gênée. Et tu l'as jamais dit? Non. Pourquoi tu le disais pas? T'avais peur de... la honte. C'est la honte de traîner avec des gens comme ça. C'est la honte d'avoir des potes que tu penses être tes potes, mais au final, tu sais qu'ils ont une partie d'eux où ils se servent un peu de toi. C'est pas glorieux, tu vois. Oui, mais justement, si toi, t'as ce recul-là de te dire c'est la honte, pourquoi est-ce que tu continuais à rester avec eux? Parce que sinon, t'étais toute seule. Ouais. Ouais. Donc, tu préférais te dire bon, fine, j'accepte et... Ouais, j'essayais de prendre que le meilleur de la relation, tu vois. J'essayais de me dire que je prenais que le meilleur de ce qu'ils pouvaient m'apporter et que je savais qu'ils avaient des défauts. Et en fait... Je le voyais pas forcément comme ils restaient avec moi parce que j'étais Enjoy Phoenix, mais plus comme ils prennent des avantages là où ils en trouvent, comme on prendrait dans n'importe quelle amitié. Enfin, tu sais, c'est la base de la psychologie. Hein. T'es ami avec quelqu'un ou t'es en couple avec quelqu'un parce qu'il t'apporte quelque chose qui te complète. Et c'est pas négatif de voir les choses... Enfin, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif, c'est juste la vérité, en fait. Tu trouves en ton père, P-A-I-R-E, la chose qui te manque à toi. C'est ça qui est la base d'une relation, tu vois. Ton cerveau, il est fait comme ça pour combler ses besoins. Donc en fait, je le voyais pas je voyais pas du tout de manière négative. Je disais voilà quoi. Ouais, mais en fait, le problème, je pense, c'est que ça crée des relations faussées dans le sens où tu peux vraiment pas être toi-même avec ces gens-là de peur de que ça soit répété. Ça m'allait à ce moment-là. J'étais bien comme ça. Et t'étais suivie psychologiquement à ce moment-là? Non. Ça fait 4 ans que je vois une psy. Mais avant, non.
Non, avant, je faisais partie de ces gens qui disaient qu'ils avaient pas besoin de voir MC. Jusqu'à ce que je vois MC pour la première fois. Et alors, pourquoi t'as changé maintenant? Parce que... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, why not, en fait? Plein de choses. J'ai été victime de crises d'angoisse très récurrentes et des vraies crises d'angoisse parce qu'aujourd'hui on attribue la crise d'angoisse on dit j'ai fait une crise d'angoisse. Non, une vraie crise d'angoisse, j'en faisais une tous les 2 jours, très violente. C'est aussi et à ce moment-là, je me rappelle, c'était Jelly qui venait me lécher le visage jusqu'à ce que j'arrête de faire ma crise d'angoisse. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je pouvais plus me regarder dans un miroir, j'étais en état dépressif comme on pourrait dire, pas en dépression, en état dépressif. Et j'avais énormément d'acné à ce moment-là. Et en fait, une des pistes que je voulais explorer par rapport à l'acné, c'était l'aspect psychologique. Après avoir essayé, en fait, en gros, tous les traitements qui existaient, la naturopathie, l'alimentation, les médicaments, je voulais pas faire Roaccutane tant que j'avais pas tout essayé. Et je m'étais beaucoup renseignée sur l'aspect qu'est-ce que la psychologie peut avoir comme impact sur ta santé. Et donc, je m'étais dit, bah, vas-y, foutu pour foutu, je vais voir une psy. Et en fait, c'est pas grâce à la psy que j'ai soigné mon acné, c'est grâce à Roaccutane, finalement, je l'ai quand même fait. Mais ça a été un énorme soutien émotionnel et ça m'a fait creuser dans plein de choses. C'est grâce à ma psy qu'aujourd'hui, j'ai une relation correcte avec ma mère. Hein. Sinon, moi, je lui parlais plus. Et je pense que je l'aurais pas reparlé de ma vie, tu vois. Donc non, c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée, de voir une psy. Je le recommande, 10 sur 10. Mais de toute façon, c'est ce qu'on dit toujours dans le clic, c'est quelque chose sur lequel on insiste à chaque fois. Et de toute façon, tous les créateurs que je reçois, je pense que c'est très important dans beaucoup de métiers, mais je pense encore plus dans des métiers d'image, d'avoir justement ce soutien psychologique derrière. C'est obligatoire. Quand t'es exposé et surtout exposé à ton niveau, parce que. Ouais. Alors après, moi avec ma psy, on parle pas forcément de mon travail. On en parle un petit peu sur, en gros, on va dire En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que je vais lui parler en fait d'une émotion que je ressens dans mon boulot, elle va prendre cette émotion et elle va la ramener en fait à ma vie, à qui je suis, tu vois. À ta vie perso. Ouais. Ok. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des leviers d'action comme ça où tu te dis oui, en fait, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc en fait, au lieu de régler un truc dans le travail, tu règles d'abord un truc dans ta vie perso et tu te rends compte qu'en fait, ensuite, ça débloque ce souci que t'as dans ton boulot. Mais ça passe toujours par toi, tu vois. Et en fait, avec ma psy, on parle pas souvent. On parle plus de moi et de ma famille que de mon travail. Bah, de toute façon, beaucoup de traumas qu'on répercute, que ce soit sur notre corps, sur notre vie professionnelle, sur tout ça, ça vient aussi des valises qu'on se traîne. Et très souvent, le travail psychologique passe aussi beaucoup par la famille, quoi. Carrément. Alors, c'est Marie et Alix du futur. Là, vous êtes en train de regarder l'épisode 1 et on se rend compte qu'on a déjà beaucoup filmé. Et on a encore énormément de choses à se dire. Et comme j'ai pas envie de faire du montage, de couper, etc., parce que je trouve que tout ce dont a parlé Marie est très intéressant et j'ai vraiment envie de laisser ça tel quel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver la semaine prochaine dans l'épisode 2. Je suis désolée, je sens que là, derrière votre écran, vous faites « Oh non !» C'est la première fois que je le fais dans le clic, mais là, vraiment, j'ai envie que cette interview dure. J'ai encore plein de trucs à aborder. Donc, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. En attendant, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, mettez la petite cloche, tiens, puisque vous ne le faites pas. Mettez la petite cloche. Et on se retrouvera la semaine prochaine avec Marie. À bientôt. Ciao! Ciao!